Bonjour messieurs, dames, bienvenue au Hacking Lab sur cette troisième journée du Forum international de la cybersécurité. Nous voici avec monsieur Janselme qui vient avec Salt Security nous parler de la protection des API. Je vais vous laisser la parole pour faire votre conférence. Quant à nous, c'est très simple, le format dure 25 minutes de présentation à l'issue desquelles il y aura questions-réponses où je vous donnerai le micro pour interagir. Monsieur Janselme, c'est à vous. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Donc, je suis Nicolas Janselme, je suis ingénieur sur la sécurité des API chez Salt Security. Je viens de la Network Security où j'ai travaillé 15 ans et avant ça, je faisais du développement applicatif pour des portails de location de véhicules et de paiement. Et puis, depuis quelques mois maintenant, de plus en plus de pen testing des API. Et c'est l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un retour d'expérience sur quelques pen testing API sur des clients français. Vous montrer un petit peu les tendances, pourquoi est-ce que ces attaques sont différentes de celles qu'on a eu l'habitude de voir. Tous les environnements qu'on va voir étaient également protégés avec l'état de l'art de ce qui se faisait avant la sécurité des API, donc des API Gateway, des WAF, et on va voir justement pourquoi est-ce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas déjà parce que la surface d'attaque a drastiquement changé, c'est-à-dire qu'on vient d'environnements où on avait peu d'API, peu de changements. On a des API sur lesquels on installait le produit, puis l'API ne changeait pas tant que le produit était en place. Et aujourd'hui, on a des API qui sont aussi bien utilisées pour le métier que pour automatiser la réponse à incidents de sécurité, que pour l'infrastructure. Quand on y pense, tout ce qui est cloud, Kubernetes, Docker, tout ça, c'est piloté par des API. Et puis, il y a également la sensibilité des données. On était sur peu de données exposées. Et aujourd'hui, toute la digitalisation, ça a été porter le métier sur du code et puis des échanges entre API. Et aujourd'hui, les données les plus importantes des sociétés sont transportées à un moment ou à un autre par des API. La deuxième chose, c'est que les attaques en elles-mêmes ont changé. IBM nous dit qu'aujourd'hui, moins de 10% des attaques API sont des attaques connues type injection SQL ou cross-site scripting. Et donc, les technologies classiques qui avaient la possibilité de détecter ces signatures sur un paquet et les bloquer très efficacement ne protègent pas contre ce qui est maintenant la nouvelle norme. Et la nouvelle norme en termes d'attaque, c'est des attaques qui vont être sur la logique fonctionnelle, qui vont venir cibler la logique métier. Et donc, respecter les spécifications des API, c'est-à-dire qu'on a des paquets qui sont tout à fait conformes lorsqu'on les regarde et qui ne sont pas détectés, même si on le regarde ensemble. La plupart de ces paquets, sans contexte, ne permettent pas de comprendre que c'est une attaque. Et donc, ce sont des attaques qui peuvent être faites avec des séquences d'API sur du temps long. On a vu des attaques qui duraient plusieurs semaines et sur lesquelles, encore une fois, on a besoin de contexte pour comprendre ça. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'illustrer quelques-uns des attaques de l'OWASP API Top 10. Donc, il y avait une catégorie OWASP applicative. Ils ont créé une catégorie spécifique pour les API par rapport à la recrudescence d'attaques sur API. Elles ont été catégorisées, classées de 1 à 10 en fonction de leur sévérité. Et donc la première, qui est le niveau de sévérité maximale, qui est l'autorisation cassée au niveau objet, à ce niveau de sévérité-là, parce que c'est celle qui est la plus à même d'arriver en termes d'occurrence et la plus à même de ne pas être détectée par les solutions déjà en place au niveau des organisations. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de la sortie de la base de données de Verizon de 2 millions de clients aux États-Unis ou de virements bancaires qui ont été faits sur la banque centrale russe sans débiter le compte de l'attaquant, mais celui d'un autre utilisateur de la banque. C'était des attaques de ce type-là. Comment est-ce que ça marche ? Je vais illustrer ici par rapport à d'abord une requête tout à fait légitime. On a ici un utilisateur qui va venir récupérer des données par rapport à son compte. Et on voit ici dans la structure qu'il y a un paramètre utilisateur dans la requête, dans les paramètres de l'URL, et puis il y en a également un au niveau du cookie. Et que dans la réponse, on voit bien les données relatives à cet utilisateur, et puis le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Et dès lors qu'on va vouloir faire du pentesting, quand on voit ce genre de choses, la première chose qu'on veut faire, c'est se dire si je changeais cet identifiant pour voir ce qui se passe. Et là, ce qu'on voit, c'est typiquement le cas. Un attaquant qui ici modifie la valeur, là c'est dans l'URL, mais il aurait pu faire de la même façon au niveau du cookie, et réussit à avoir dans la réponse des données qui ne sont pas celles de son utilisateur, mais celles d'un autre. Pourquoi c'est possible ? Simplement parce que dans la conception du code, on n'a pas une segmentation fine, on n'a pas eu une autorisation qui a été attribuée à chaque objet. C'est très basique, mais ça arrive beaucoup.
Et encore une fois, si je suis ici en train d'essayer de me dire comment est-ce que je valide ça, comment est-ce que je bloque ça avec mes outils existants, ben ici, je n'ai pas de signature qui me permette de détecter ça. Je n'ai pas non plus, dans la syntaxe, quelque chose qui est incorrect par rapport aux spécifications. J'ai bien un entier de 9 caractères des deux côtés. Et donc, des attaques de ce type-là, ça permet d'accéder à des données de façon indûment autorisée, de risquer la perte de données. Ça peut être également de la manipulation de données. On est ici simplement sur un appel GET, mais on pourrait être tout à fait sur d'autres méthodes qui viendraient altérer la donnée. Ça a été le cas quand on repense à certaines attaques qui ont fini en ransomware. Ben, ça a été initié par certains call API sur notamment l'attaque Exchange il y a quelques mois. Donc ici, ben, la première chose, c'est qu'on devrait pouvoir détecter, si on fait la sécurité des API, que sur un trafic normal, j'ai systématiquement cette corrélation entre ces deux paramètres, et au moment où je la perds, qu'on est sur quelque chose qui est une anomalie. On va illustrer ça ici avec une attaque au WASP API, donc une autorisation cassée au niveau objet, qui est un exemple réel. Je crains que ce soit petit de loin, mais je vais essayer de vous lire ce qu'il y a dessus. Ça concerne un service provider. Et donc, on voit ici une capture d'écran burp qui correspond à simplement l'interception de mon trafic. Je me suis créé un compte, j'ai regardé au niveau du trafic ce qui se passait. Effectivement, il y a une recherche de clients, il y a mon identifiant de compte ici qui finit par 2122. Et sur la partie droite, ben, toutes mes informations, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mon adresse postale, mon vrai numéro de passeport, que je regrette un peu d'avoir donné. Et du coup, ben, ce faisant, je me suis dit que je venais de créer un compte, donc j'avais sûrement le dernier numéro de client et que j'allais essayer simplement de décrémenter pour voir si je pouvais voir les informations pour d'autres clients. Et ça a été le cas. J'ai pu accéder, j'ai fait le test une dizaine de fois, un attaquant l'aurait fait jusqu'à 0 pour dumper la base complète, mais là j'ai pu accéder à toutes ces mêmes données pour d'autres clients. Donc on est ici sur une attaque de type autorisation cassée au niveau objet, ou même IDOR, c'est-à-dire une référence directe non vérifiée, et avec potentiellement derrière une extraction complète de la base de données, en restant sous un seuil de quelques paquets par seconde. Je pense qu'on aurait pu tout sortir sans même avoir à faire varier les IP ou le faire sur plusieurs comptes. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir détecter ça avec la solution Salt? Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va apprendre par l'écoute du trafic quelles sont les différentes API. On part de zéro, on va se connecter à l'environnement, on pourra en discuter tout à l'heure sur plusieurs points, et on va commencer à entendre le trafic, on va pouvoir détecter quelles sont les différentes API, on va pouvoir descendre sur le second niveau, ici, et présenter les différentes fonctionnalités. Donc là, on a des fonctionnalités qui sont en GraphQL, des fonctionnalités qui sont en REST. Et donc, pour chacun, je vais voir quelles sont les méthodes, quels sont les chemins de ces endpoints, de ces fonctions, de ces routes. Et donc, je vais avoir une découverte de chacun de ces fonctions. Et puis, on va descendre même jusqu'au niveau du payload pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au niveau d'une requête, qu'est-ce qu'il y a au niveau d'une réponse, quels sont les paramètres attendus. Typiquement, j'aurai un Customer ID qui est un entier. Ici, une description qui est une chaîne qui ne contient que des caractères. Et puis, on va détecter automatiquement toutes les données sensibles. Donc ça, c'est la première étape. On le fait dès 1 heure. Et ensuite, on va prendre quel est le comportement normal. Typiquement, tout à l'heure, on se serait rendu compte que sur la recherche d'un client, j'ai une corrélation systématique avec mes deux ID. Et donc, ce qu'on va présenter ici, après, ça va être les informations relatives aux attaquants. On va prioriser ça, c'est-à-dire tout ce qui est faible et moyenne sévérité, on va le conserver dans Tracking. Et là, dans Action Required, on va vraiment avoir ce qui est un niveau de sévérité qui est élevé. Et la deuxième chose qu'on va faire, on présente ici près d'une 50aine de tentatives, c'est qu'on va corréler par attaquant ces différentes tentatives. Et le corrélateur va pouvoir être n'importe quelle caractéristique au niveau du trafic. On a ici, par exemple, un identifiant d'équipement qui aura été généré par un code JavaScript au niveau d'une web app. Ça pourrait être un jeton d'authentification, un identifiant utilisateur, une IP. Encore une fois, ça peut être n'importe quelle spécificité de votre trafic. Ce qu'on va avoir ensuite, lorsqu'on descend sur l'attaquant, c'est 3 onglets. Le premier qui va nous donner les listes des endpoints qui ont été ciblés, les réponses serveurs,
les types d'attaques avec le mapping complet par rapport à l'OWASP API Top 10. Et puis dans le deuxième onglet, on va comprendre pourquoi justement ces 18 tentatives sont présentées comme un seul attaquant. Et là, on a typiquement un attaquant qui a distribué ses requêtes sur 10 IP pour 18 tentatives. C'est très souvent le cas sur des attaques réelles lorsque l'attaquant veut rester sous le radar, échapper aux solutions de sécurité classiques type sonde ou simplement les WAF ou les SIEM qui ne feraient pas une corrélation correcte, comme on le voit ici par rapport à un user ID qui est unique. Au niveau de la timeline, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est là qu'on va comprendre ce qu'a fait l'attaquant. Et pour reprendre l'exemple qu'on a pris il y a un instant, si on perd une corrélation, ici entre un user ID dans l'autorisation et dans le cookie, on voit ici que la solution détecte un OWASP API 1 parce qu'on a perdu la corrélation. Ce genre de cas, c'est le plus facile. Si on reprend le cas de l'exfiltration réelle que j'ai vu, on est sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux identifiants, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, j'ai essayé simplement d'accéder à une donnée qui n'était pas la mienne. Comment est-ce qu'on détecte ça en cas réel? Par l'apprentissage du trafic légitime. On est capable d'enlever le bruit qui correspond aux attaques permanentes qui existent chez certains de nos clients. On se rend compte qu'au sein d'une session, un utilisateur ne fait appel qu'à un seul ID, le sien. Et donc là, ce qu'on détecte, c'est qu'un utilisateur a essayé d'énumérer 52 valeurs distinctes au cours de la dernière minute. On aurait pu faire la même chose sur la dernière heure, la dernière journée, même plusieurs semaines, pour détecter les attaques low and slow, justement, qui n'ont rien d'anormal en termes de volumétrie. Et donc la solution dit, ça, c'est 17 fois plus que le comportement d'un utilisateur normal. Et donc c'est comme ça qu'on est capable de détecter une attaque de type OWASP API 1, justement par l'apprentissage de la logique métier et la dérive par rapport à cette logique. Ce qu'on va vouloir faire quand on détecte une attaque comme celle-ci, c'est prendre une action pour bloquer. On peut la faire manuellement, on peut la faire automatiquement. Et là, on va pouvoir s'intégrer avec des WAF, avec des load balancers, des pare-feux ou des API gateway pour bloquer l'IP. Mais on voit ici que ce n'est pas forcément judicieux parce que l'attaquant change régulièrement d'IP. On va pouvoir bloquer son user ID pour s'assurer qu'il ne continue pas ses tentatives, qu'il ne continue pas à exfiltrer des informations. Le deuxième de l'OWASP API Top 10, c'est l'autorisation cassée. C'est volontairement un domaine assez vaste qui regroupe beaucoup de sujets. Les plus communs qui viennent à l'esprit quand on y pense, ça peut être du brute forcing, ça peut être du credential stuffing, c'est-à-dire du rejeu de login et mots de passe qui sont déjà utilisés par ailleurs. J'ai beau expliquer à ma fiancée qu'avoir le même login et mot de passe sur tous les sites, c'est pas une bonne idée. Un jour, ce qui devait arriver arriva, la base LinkedIn est sortie et donc tous les comptes ont dû être remis à zéro. C'est typiquement ça un credential stuffing, c'est le réusage de mots de passe qui ont déjà été compromis par ailleurs. Mais quand un attaquant essaie justement de rejouer des mots de passe, ça a une caractéristique en termes de trafic qui est tout à fait reconnaissable. Et pour détecter ce genre de choses, il faut être capable d'identifier quel est le comportement normal pour chaque endpoint. C'est-à-dire que autant c'est tout à fait normal sur certains endpoints de listing d'informations d'avoir 3, 4, 5 appels par seconde. Par contre, sur un endpoint d'authentification, généralement, passer 10 appels sur la minute, peut-être 20 appels sur 10 minutes, on est sur quelque chose qui est déjà assez anormal. Donc là, on va être capable de détecter ce genre de choses. On va voir dans une minute comment. Et là, ce que je voulais partager, c'est une attaque, un pentest qu'on a fait sur une institution française qui avait une API publique GraphQL utilisée pour, une fois l'authentification, avoir une authentification double facteur avec un one-time password qui pouvait être envoyé par mail ou par SMS. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé tous les mots de passe et j'ai pu le faire de deux façons. Le premier, c'est simplement parce que j'ai pu utiliser une spécificité de GraphQL qui est les batch queries, c'est-à-dire qu'au sein d'une requête unique, je peux mettre 1, 2, 10, 1000 dans le cas présent, query. Donc dans une requête, je mettais 1000 queries et donc j'ai essayé 1000 valeurs. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas de limitation sur le nombre de tentatives.
C'est-à-dire qu'au bout de 10 erreurs, normalement, le one-time password devrait être reset et on devrait en générer un nouveau. Là, ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai essayé 1000 requêtes de 1000 queries. En moins de 10 minutes, c'est tout à fait faisable. Ça fait de l'ordre de 1,5 requêtes par seconde. Et j'ai réussi, grâce à ça, à avoir un one-time password qui a été bypassé. Donc par rapport à ça, on a effectivement des anomalies par rapport à ce qu'est un trafic normal. C'est-à-dire qu'un trafic normal, il y a une requête avec un OTP. Là déjà, en avoir 1000, c'était une première anomalie. Et ensuite, la deuxième, c'est normalement un utilisateur tente quelques fois. Là, j'ai tenté 1000 fois en 10 minutes. C'est des choses qui n'ont pas été détectées parce que d'autres endpoints, et au niveau GraphQL, c'est un endpoint unique qui est utilisé pour toutes les queries, faisaient un niveau de requête qui est supérieur à 1,5 requêtes par seconde, et donc rien de tout ça n'était bloqué. Oula. Ça fait beaucoup. Donc on va être capable de détecter ce genre d'attaque par rapport aux dérives à la normale. Et typiquement, on va se rendre compte que on a ici un usage excessif. Sur cet endpoint, par exemple, j'ai eu 303 requêtes pour cet attaquant au cours de la dernière heure. C'est significativement plus important que le comportement d'un utilisateur normal. J'aurais pu de la même façon détecter que la taille de la requête, la taille de la réponse était également anormale. Et comme on le voit ici, ces différentes tentatives, ces différentes caractéristiques s'additionnent. C'est-à-dire qu'on a une tentative ici où j'ai une caractéristique anormale et une réponse anormale. Donc à chaque fois, ça augmente la sévérité et le niveau de confiance. Merci. Et le niveau de confiance sur le fait que ce soit effectivement un attaquant et donc qu'on ait besoin de le bloquer de façon automatique. Le troisième, c'est l'exposition de données excessive. C'est également quelque chose de très vaste. Ça passe aussi bien par le fait d'exposer des données alors qu'on ne devrait pas. J'ai eu quelques exemples. La première semaine où je suis arrivé chez Salt, j'ai commencé à simplement regarder mes fournisseurs de services, que ce soit mon assureur, mon fournisseur de fibres. Et puis typiquement sur mon fournisseur de fibres, je me suis rendu compte que j'avais mon numéro d'IBAN qui était dans l'interface, qui était masqué avec des étoiles. Et puis en regardant ce qui transitait réellement, je me suis rendu compte que le masking était fait au niveau du front, mais ce qui transitait, c'était vraiment le numéro complet en clair, qui n'était pas vraiment nécessaire. Une autre chose qu'on a pu voir la semaine dernière sur une banque, c'est qu'après avoir créé un compte, je saisis mon login, je saisis mon mot de passe, un token m'est retourné, jusque-là tout est normal, mais ce token est utilisé dans l'URL. Et l'URL, c'est quelque chose qui est quasiment public, c'est logué sur les CDN, sur les proxys. Si j'utilise un post partagé, ça reste dans le cache et quelqu'un d'autre va pouvoir venir le voir. Et avec ça, plus besoin de mon login mot de passe. Typiquement, ça, c'est des cas simples, unitaires, d'exposition de données excessives, de mauvais design. Je vais illustrer dans quelques instants OSPPI 3 et OSPPI 4 en même temps. OSPPI 4, c'est l'absence de limitation de fréquence et de ressources. Quelque chose de tout à fait simple, c'est ici sur la partie de gauche, un usage légitime. Quelqu'un utilise soit une application mobile, soit une application web. Il veut lister des informations et donc par défaut, il y a 250 objets dans le paging. Immédiatement, quand on va vouloir essayer de sortir de la donnée, on va pouvoir commencer à jouer avec le paging. Et on voit ici un attaquant qui demande un paging à 20 000. Un paging à 20 000, ça peut avoir plusieurs effets. Le premier, c'est de sortir la donnée très rapidement. Ça peut être de prendre plus de bandes passantes que nécessaire, plus de ressources que nécessaire en termes d'analyse. Et pour détecter ça, ce qu'il est important de faire, c'est comprendre quelles sont les valeurs normales. Peut-être que les valeurs listées, c'est 10, 50, 250. Et quand on est sur une autre valeur, c'est que l'interface web n'a pas été utilisée. Déjà, c'est pas une attaque, mais c'est déjà une première information qu'on n'est pas sur un fonctionnement normal. Le pentest ici, c'est celui qui a été fait sur une société française de retail, qui expose également une API en GraphQL. Et donc sur l'appli mobile,
il y a 6 articles qui sont mis lorsqu'on surfe. Et donc, typiquement, j'ai mes bananes, j'ai mes pommes. Et là, ce que j'ai commencé par faire, c'est de me dire, si je peux faire 6, est-ce que je peux faire 10 000 ? Donc 10 000, je ne pouvais pas. 9 999, ça passe. Et comme tout à l'heure, c'est du GraphQL qui permet de faire des queries multiples au sein d'une requête. Donc là, j'en ai fait une vingtaine, ce qui m'a permis, en une requête, de sortir 200 000 articles avec leur description complète, leur numéro de série, la catégorie, le prix. Et en 20 requêtes, on peut sortir tout le catalogue. Et si on a un compétiteur, qu'on va connaître le prix en temps réel de ce concurrent, ça prend 20 requêtes. Et donc l'étape suivante, c'est de se dire, mais là je l'ai fait avec 20, qu'est-ce qui se passe si je le fais avec 99 ? Si on le fait avec 99 sur ce site-là, ça prend 60 secondes de traitement, et au bout de 60 secondes, on a une erreur 504 de timeout gateway. Donc là, c'est relativement facile, avec peu de requêtes, en distribuant un peu ça, en envoyant quelques-unes de ces requêtes par seconde, de tenter de faire un déni de service, simplement en venant exploiter la logique fonctionnelle de cette API. Comment est-ce qu'on va détecter une attaque de ce type-là ? On va le détecter de plusieurs façons, par rapport à ce qu'est le comportement normal, quelle est la taille normale, quel est le nombre de requêtes normales au sein d'une API. Tout à l'heure, sur la partie OWASP API 2, il y avait également quelque chose d'autre que je voulais couvrir, que j'ai passé rapidement. C'est qu'OWASP API 2, ce n'est pas simplement du brute forcing, ce n'est pas simplement du credential stuffing, ça peut être également de la manipulation au niveau des jetons. On a ici typiquement un jeton qui a été manipulé pour venir tenter une escalade de privilèges et rajouter un rôle admin au niveau du jeton. Ça, de la même façon, c'est quelque chose qu'on va pouvoir détecter, c'est que le jeton n'est pas celui qui a été retourné et qu'on a une manipulation de JSON Web Token. Quelque chose que j'ai pu voir encore, même si ça paraît très étonnant et être une erreur design importante, c'est que certains endpoints supportent l'authentification mais ne l'exigent pas. C'est-à-dire que simplement supprimer l'autorisation au niveau de l'entête permet d'obtenir une réponse en retour. Je suis d'accord. Donc ça, c'est des choses que l'on détecte également, parce que d'habitude, on a la présentation de l'autorisation qui est faite sur le trafic normal. Là, on voit qu'il ne l'est pas, que pour autant, il y a une réponse 200 OK, qu'on a de la donnée dans la réponse, et donc on détecte que c'est typiquement un OWASP API 2. Et puis ça peut être également une tentative de désescalade de l'algorithme de chiffrement au niveau d'un token, où au lieu d'avoir un RS256, on redescend à none. De toute façon, on va pouvoir altérer le contenu du JSON Web Token sans avoir à le re-signer. Et de la même façon, on va pouvoir détecter ce type de manipulation. On ne va pas couvrir le OWASP API Top 10 aujourd'hui en entier. Je serais ravi de le faire si vous le souhaitez sur le stand des 19 après. Le dernier que je souhaitais partager avec vous, c'est le OWASP API 7, parce que c'est le plus courant lorsqu'on fait un pentest, c'est celui qu'on arrive le plus systématiquement à trouver. Et donc, qui va venir s'appuyer sur une mauvaise configuration en termes de sécurité. Ce qu'on a ici sur la partie de gauche, c'est simplement une requête normale où on a un utilisateur qui vient présenter une variable qui est un entier, et tout se passe bien. La première chose qu'un attaquant va vouloir faire, c'est présenter une variable de type différent. Ici, on a une chaîne au lieu d'un entier. Ça peut être présenté un tableau au lieu d'un objet, pour arriver sur un cas qui n'est pas prévu au niveau de l'API et espérer qu'elle commence à être verbeuse. Là, typiquement, on a une stack trace qui nous apprend qu'on est sur un environnement type Co, et puis les différents modules Java qui sont utilisés sur cet environnement, de façon à être encore plus efficace dans l'attaque de cette API. Le dernier exemple qu'on a ici, c'est également une société de retail française sur laquelle j'ai manipulé la requête au niveau de la gestion d'un panier. Et typiquement, j'ai présenté ici un tableau au lieu d'un objet. Et la réponse ici n'est pas une stack trace, mais est étonnamment intéressante aussi. Elle détaille un deuxième niveau d'API. C'est-à-dire que cette API fait appel à une deuxième API. La méthode est différente. J'avais fait un post, ici on a un patch, et elle me donne toutes les informations par rapport à la structure et la réponse de ce deuxième niveau d'API. Et très souvent,
Sur les API encore, on a une approche très périmétrique. On se dit, on va protéger celles qui sont en frontal sur Internet. Et puis, l'interne, on ne se demande pas s'il y a un deuxième niveau d'API. Et cibler ces architectures-là permet généralement d'accéder à des API qui sont machines, sur lesquelles on a moins de validation au niveau authentification, au niveau des permissions. Et c'est également une cible de choix que de comprendre ces infrastructures. Merci pour votre participation. Un mot sur Salt avant d'ouvrir aux questions. Donc Salt Security, c'est une société spécialisée sur la sécurité des API qui existe depuis 4 ans aux États-Unis, même si on vient d'ouvrir des bureaux en France. On s'appuie sur une architecture à base de cloud scale big data, de machine learning, et on a la chance d'avoir une centaine de clients, ce qui nous permet de traiter aujourd'hui plus de 10 milliards de transactions par jour. Et grâce à ça, de continuer à améliorer nos modèles pour avoir toujours plus de niveau de détection avec le moins de faux positifs possible. Et on a la chance d'avoir Sequoia Capital et le fonds d'investissement de Google, Capital G, qui ont investi dans la société. Merci Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons passer aux questions-réponses. Et si vous souhaitez intervenir, je vous en prie, je vous donne la parole avec un micro. Si vous souhaitez avoir une question, une précision. Eh bien, voilà, nous avons. Tenez, monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour. Pour l'attaque que vous avez présentée en pentest avec GraphQL Code Opt, est-ce que vous connaissiez déjà un format de variable attendue? Parce que je voyais que c'était une suite de chiffres, pas vraiment aléatoire en fait. Alors, le format attendu, en fait, j'ai simplement écouté en tant que client. Je me crée un compte, je clique partout, j'ajoute à mon panier, je vais jusqu'au paiement sans le faire. Et ensuite, je reprends dans Burp les différentes méthodes et c'est là que je commence à modifier. Donc, effectivement, j'ai un existant de mon payload que je modifie. Et effectivement, je connaissais déjà ce qui était normalement attendu. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Quelqu'un d'autre pour une question ou une précision? Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Merci encore, bravo à vous. Merci beaucoup. Pour plus de questions, vous pouvez nous retrouver sur le stand des 19 jusqu'à la fin de la journée. Merci. Merci de votre présence durant ce FIC avec le Hacking Lab.